Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode Hurler sans bruit, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui des techniques pour écrire un début accrocheur, c'est parti. Le début d'histoire, logiquement, est ce que le lecteur va lire en premier. Vous avez généralement une dizaine de pages pour le convaincre. Au-delà, cela relèverait de l'indécence que d'espérer l'accrocher encore. Car si le lecteur n'a pas trouvé de raison de poursuivre sa lecture au bout de ces 10 pages, c'est que vous avez probablement trop traîné. Alors comment se rendre aguichant et intéressant dès les premières lignes? C'est un enjeu majeur car quelques lignes, quelques paragraphes vont agripper l'attention de votre lecteur ou au contraire le faire fuir. Vous devez donc le convaincre de rester. Certains lecteurs, patients, besogneux, vous laisseront du temps, peut-être 30, peut-être 50, voire 100 pages, tandis que d'autres ne vous laisseront qu'une, 5, peut-être 15 pages pour être séduits. Comment s'y prendre pour rendre un début attrayant? Existe-t-il une recette miracle? Bien évidemment non, mais nous allons ici essayer de passer en revue quelques petits conseils. Suivez-moi. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de style. Et oui, vous commencez à me connaître. Il est important de mentionner avant tout la question du style. Alors qu'est-ce que le style? Lorsque vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, la première chose que vous voyez est son apparence physique. De même, lorsque le lecteur ouvre un livre et lit les premières pages, le style est la première chose qu'il va regarder. C'est du moins ce qui va lui sauter aux yeux. Il est possible en quelques lignes seulement de mettre beaucoup d'éléments de fond, mais ces éléments de fond seront mis en valeur grâce à la forme. Cette forme-là, c'est le style. Vous devez soigner votre début. Après la couverture, après éventuellement votre réputation, si vous en avez une, c'est votre style qui va constituer la vitrine de votre livre. Vous devez vous efforcer d'être agréable à lire, en plus d'être intéressant, et ce, dès le départ. Sans tomber dans l'excès ou sans dénaturer votre manière d'écrire, vous devez montrer d'entrée ce que vous avez sous le pied. Ça peut passer par un vocabulaire riche, par des figures, par des effets. Vous avez tout intérêt à paraître bon aux yeux du lecteur dès le début. Ne réservez pas vos talents et vos points forts pour la fin, il sera trop tard. Dévoilez vos cartes dès le début, montrez ce que vous savez faire. Essayons-nous ici à une analogie cinématographique. On peut dire que le style, c'est la caméra et le fond, c'est le scénario. La façon dont vous filmerez votre histoire est déterminante. Les angles que vous allez choisir, les éclairages, les mouvements, les plans, tout cela aura une incidence directe sur le lecteur et aura pour ambition de valoriser votre fond, de le mettre en lumière, de lui fournir son meilleur profil. Tâchez enfin d'harmoniser la forme avec le fond. C'est aussi ce qui fait la bonne intelligence de l'écrivain, savoir manier les deux, être à l'aise dans cette dialectique entre la forme et le fond. Pour de l'action par exemple, il est possible d'user de phrases courtes, percutantes, qui claquent, qui vont vous permettre de maintenir votre lecteur en haleine. Il aura une impression de vitesse, voire une impression de panique. Pour des descriptions, un vocabulaire riche, des phrases soignées seront éventuellement à privilégier avec, pourquoi pas, un tempo plus court. Le style va vous aider à faire plonger le lecteur dans votre histoire. Si votre histoire est béton, mais que vous ne savez pas la retranscrire correctement, vous n'allez accrocher personne. On aura l'occasion de reparler de cette dialectique entre la forme et le fond dans un épisode dédié. Je reste persuadé que la forme, donc le style, est une arme pour accrocher votre lecteur dès le début. Mais il existe plusieurs solutions, plusieurs moyens et nous allons maintenant voir ensemble 6 techniques d'écriture pour rendre vos débuts accrocheurs. La technique numéro 1, le paradoxe et l'étrange. Un récit qui débute par un paradoxe ou une bizarrerie provoquera infailliblement l'intrigue chez le lecteur. Et c'est un bon point pour vous. Le lecteur intrigué a envie d'en savoir plus, il a envie de tourner les pages, il veut
comprendre, il veut apprendre, il veut savoir d'où provient cette étrangeté. N'hésitez pas dès le début à mettre en lumière l'étrange, le paradoxe, par exemple en mettant en scène le narrateur qui explique au lecteur comment et pourquoi il est mort, c'est un grand classique. Ce genre de situation va immédiatement servir à accrocher l'attention de votre lectorat. Autre moyen pour mettre en avant l'étrange, insérez de l'étrange dès votre toute première description, par exemple en disant que le soleil était bleu, que le ciel était jaune, peu importe, ou qu'un personnage fait l'usage de son troisième bras. Pourquoi pas, on peut tout imaginer, laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination. Dans ce cas, c'est l'étrange qui va intriguer. Vous devez braver l'attendu, générer de l'inattendu dès le début, dévoiler un phénomène paranormal, étrange. Votre lecteur veut en savoir plus, il veut une explication quelconque, il va poursuivre, il va fouiller votre début de roman pour trouver une explication. Technique numéro 2, l'imminence et le basculement. Commencez un début en donnant la sensation au lecteur que tout va basculer, ou du moins que quelque chose d'important va se produire dans les lignes à venir. Ça peut être un bon moyen pour lui donner envie de poursuivre, à condition bien sûr que la chose à venir présente un minimum d'intérêt. Il faut donner une sensation de vertige au lecteur, très exactement comme lorsque vous êtes au sommet d'un manège et que le temps se suspend quelques secondes avant une chute à la fois bruyante, brutale, violente et presque libératrice. Par exemple, fixez la caméra, le focus sur un compte à rebours qui affiche 30 secondes et que ces 30 secondes représentent le temps que possède le personnage pour se sauver la peau, pour s'échapper. Vous allez ainsi inclure de la tension dans votre récit. Et je vous invite par ailleurs à écouter le 3e podcast Hurler sans bruit dédié à ce sujet, au sujet de la tension dans un récit. Inclure de la tension dans votre récit dès le début va vous aider à accrocher votre lecteur. Signalez enfin que quelque chose d'énorme va arriver, c'est imminent, et ce quelque chose va basculer votre personnage dans une situation absolument inextricable. Ce basculement est un tremblement de terre pour lui. Le lecteur doit avoir l'impression d'avoir été jeté à la mer, sans gilet de sauvetage, au cœur des éléments déchaînés, en pleine tempête, sans avoir eu le temps de prendre son souffle. L'ouverture de la première page de votre récit doit lui donner cette sensation de souffle coupé. Technique numéro 3, l'action immersive. Un moyen d'accrocher le lecteur et de le happer et de le plonger d'emblée au cœur de votre histoire. Ça rejoint la technique finalement que nous avons vue tout à l'heure, la technique numéro 2. Pour immerger le lecteur efficacement, vous pouvez le plonger dans une grande scène d'action usée, d'images évocatrices puissantes, presque éblouissantes. Ne laissez pas le lecteur attendre le début. Ne le laissez pas patienter avant de l'immerger dans l'action, dans l'éblouissement. Vous devez très vite lui décrocher une gauche en plein front, si je peux me permettre l'expression. Je pense que les points morts n'ont pas leur place dans les débuts de roman. Vous devez cueillir votre lecteur dès le début, lui mettre la tête sous l'eau, le submerger. Non pas par l'information, on va y revenir, mais bel et bien par l'action. Ça ne veut pas dire par ailleurs que vous ne pouvez pas ralentir le rythme dès les premières phrases, les premiers paragraphes de votre récit. Votre récit doit suivre son chemin, votre roman doit raconter une histoire, et votre histoire peut être très lente, très molle si vous le désirez, il n'y a aucun problème avec ça. Attention toutefois de ne pas laisser votre lecteur s'ennuyer au début, sinon il va jamais lire la suite. Vous devez donc trouver un moyen de très vite saisir sa curiosité ou le plonger tout entier dans l'action immersive. Par ailleurs, n'oubliez pas que votre histoire ne commence pas nécessairement là où commence votre roman. Votre histoire a peut-être commencé bien avant votre roman. Et peut-être finalement que le début de votre récit, le début de votre roman, le début de votre nouvelle, même si la dynamique dans la nouvelle est différente, prenons peut-être ici l'exemple du roman, votre début de roman ne saisit finalement qu'un instant particulier dans une histoire plus vaste qui déborde le roman, qui a commencé bien avant lui et qui se terminera, qui se terminera bien après lui, bien après que vous ayez refermé le livre. Votre roman, finalement, peut-être, c'est à vous de définir ce qui vous plaît le mieux,
n'est qu'un laps de temps dans une histoire plus grande. Et vous pouvez donner cette impression, dès le début de votre roman, l'impression que les enjeux dépassent le roman, que les choses ont commencé avant, et que votre roman n'en saisit qu'une petite partie. Technique numéro 4, le dialogue d'entrée. Alors c'est complètement déconseillé. Écrire un dialogue est un exercice particulièrement difficile, on aura l'occasion d'y revenir au cours d'un épisode spécifique, et force est de constater que tout le monde ne maîtrise pas le dialogue. Je me désole souvent de voir à quel point les dialogues sont mauvais, et le dialogue reste quand même un écueil pour beaucoup, notamment pour les écrivains débutants. Donc commencer votre récit par un dialogue va être très piégeux. Certes, le dialogue est facile à lire, il aide le lecteur à se plonger assez légèrement dans votre histoire sans être confronté dès le début à une page complète, noircie d'une description lourde et sans fin. Ça donne peut-être en effet une impression de légèreté sur une page, mais le dialogue doit être maîtrisé et écrire un bon dialogue demande de l'exercice. Lorsque vous commencez votre récit par un dialogue, vous devez combiner la forme, donc la manière dont le dialogue sera lu, c'est-à-dire avec une impression d'oralité, mais vous devez aussi de manière très subtile parler du fond et du contexte et de l'environnement, tout ça sans noyer votre lecteur. Commencer par un dialogue va donc vous obliger à réaliser un véritable travail d'équilibriste, car vous devrez gérer à la fois le dialogue en tant que dialogue, mais également en tant que média pour transmettre de l'information à votre lecteur, et vous ne devez pas négliger le contexte, l'univers, l'environnement, sinon vous allez perdre votre lecteur directement. Et c'est bien là que réside le piège du début, qui commencerait par un dialogue, car vous devez ménager un peu la chèvre et le chou, penser à tout et ne pas noyer votre lecteur en le plongeant directement dans l'intrigue. Il va se sentir un peu étouffé par trop d'inconnus. En revanche, le dialogue peut vous aider à rapidement installer de l'étrange ou à très vite plonger le lecteur dans l'action. C'est donc une arme à double tranchant à manier avec précaution. Cinquième technique, l'interpellation, l'identification. Vous pouvez interpeller directement le lecteur en employant le vous ou le tu, en faisant toutefois très attention. L'interpellation est parfois dangereuse car le lecteur peut se sentir agressé ou avoir l'impression que les limites sont franchies et que cette interpellation directe le fait finalement sortir du récit de fiction dans lequel il est plongé. Pour reprendre une référence cinématographique, nous avons ce genre d'interpellation récemment, vraiment où le spectateur est interpellé dans le film Deadpool, sorti en 2016 avec la réalisation de Tim Miller, où le personnage principal parle directement au public, aux téléspectateurs, ou si vous désirez une référence un peu plus franco-française, dans le film Dans Paris de Christophe Honoré, sorti en 2006, où il y a une interpellation par le personnage principal incarné par Louis Garrel. On parle là d'une technique de métafiction en disant que l'acteur brise le quatrième mur, comme le veut l'expression consacrée. Vous pouvez donc briser le quatrième mur et directement parler à votre lectorat, que ce soit le narrateur qui s'exprime ou un personnage directement, même si c'est beaucoup plus rare. Attention à cette technique, moi personnellement je n'aime pas du tout, j'ai l'impression qu'elle m'éloigne du récit et finalement qu'elle m'empêche de rentrer dans la fiction en me ramenant à ma condition réelle, en me ramenant à la réalité. Je considère qu'au contraire la fiction doit être un parallèle, un remplacement du réel, l'espace d'un film ou d'un roman. C'est comme ça que j'apprécie le mieux la fiction, c'est lorsqu'elle me permet de m'évader, d'oublier et au fond de plonger totalement dans un autre univers. Donc la technique du quatrième mur est à prendre avec des pincettes, mais sachez que cette technique existe et peut vous aider à écrire un début accrocheur. Vous pouvez aussi faire en sorte que le lecteur s'identifie à votre héros. Le héros peut être en train de faire quelque chose que tout le monde fait
au quotidien. Et ce phénomène d'identification va créer inévitablement un lien entre lui et le personnage. Je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 de Hurler sans bruit, qui était tout entier dédié à ce sujet spécifique. Dernière technique qui sera développée dans cet épisode. Technique numéro 6 donc, les sens. Vous pouvez rendre votre début très attrayant en touchant au sens du lecteur pour provoquer chez lui une sensation. Ne pensez pas qu'avec les yeux usés de sons, d'odeurs, de textures, c'est en cela que peut-être la littérature est plus forte que le cinéma. Encore une fois, ça va permettre à votre lecteur de s'identifier à votre personnage et à plonger dans votre univers. Par ailleurs, l'utilisation des sens pour décrire l'environnement de vos personnages est une technique à utiliser tout au long de votre récit. Je suis un grand défenseur de cette technique. Je trouve que ça aide l'auteur à rester dans l'empathie avec ses personnages, à générer de l'empathie. Ça aide à ressentir leur environnement, ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent. Ça va permettre au lecteur d'imaginer très facilement une scène, d'imaginer un personnage couvert de sueur dans le sable brûlant du désert, de décrire le poète qui marche au bord de l'océan et ses narines qui se remplissent d'iode et d'écume, ou d'imaginer le chaland qui meurt de froid au coin d'une rue plongé dans un blizzard glacial. C'est aussi ça la littérature, c'est la description de nos sens. C'est ce qui va rendre vos personnages attachants, humains, crédibles. Moi, j'adore lire, par exemple, Camus. Je trouve que Camus savait vraiment faire ça. Si vous avez lu, par exemple, Les Noces à Tipaza, c'est un texte très court, mais c'est un flamboyant condensé de toutes ces sensations. Camus utilisait vraiment tout son talent, tout son vocabulaire pour décrire le soleil, le ciel, les fleurs, la chaleur. Il savait vraiment manier ça à la perfection. Voilà pour ces 6 techniques d'écriture qui vous permettent de créer des débuts accrocheurs. Évoquons maintenant un piège, une erreur que commettent les écrivains débutants, une erreur que l'on retrouve très souvent dans les débuts de romans, et même chez les écrivains confirmiers, bien que ceux-ci soient organisés avec des bêta-lecteurs, et ces bêta-lecteurs pourront très aisément les informer sur l'écueil du trop d'informations. Votre début doit comporter certaines informations en une quantité raisonnable. C'est un piège, c'est ici que l'auteur va se tromper, c'est très souvent le cas, l'écueil du trop-plein d'informations au début. N'oubliez jamais que votre lecteur ne connaît rien du tout, ni votre intrigue, ni vos personnages, ni votre univers, ni le contexte dans lequel le récit va s'inscrire. Tandis que l'auteur, lui, il sait tout. Il travaille sur l'intrigue depuis des jours, des semaines, des mois. Il a conçu ses personnages les uns après les autres. Il les a creusés. Il sait tout, ou presque, de son univers et de l'univers dans lequel le récit va se dérouler. Il y a une asymétrie gigantesque d'informations entre l'auteur et le lecteur. Et l'auteur sera bien souvent motivé à l'idée de tout dire, de tout raconter et donc de trop en dire. Le risque est de perdre le lecteur dès le début, de le noyer sous la masse d'informations. Vous devez apprendre à distiller l'information intelligemment. L'intrigue, par exemple, ne doit pas venir trop tôt. Installez d'abord les personnages avant l'intrigue. Installez leur routine. Expliquez la routine de vos personnages. N'hésitez pas à bousculer cette routine rapidement. Mais on doit comprendre à quoi ressemblait la routine et dans quel sens elle vient d'être bousculée par un événement perturbateur. Installez votre univers, installez votre contexte, puis glissez une intrigue. Et c'est là toute la difficulté. Il faut à la fois prendre le temps de faire les choses intelligemment et dans un certain ordre, mais ce temps qui est nécessaire, qui est indispensable, ne doit pas ennuyer votre lecteur. D'où l'importance des 6 techniques que nous venons ensemble de passer en revue. En parallèle, avec l'écueil du trop d'informations, il y a l'écueil du nombre de personnages. Mais ce sont 2 problèmes liés, 2 pièges liés. Vous avez le droit d'avoir beaucoup de personnages. Ils sont utiles. Leur richesse apportera toujours des dimensions intéressantes dans votre récit. Des points de vue différents, là n'est pas le problème. Mais au début d'un récit, il est très difficile pour le lecteur de bien reconnaître qui est qui, surtout si par exemple les descriptions physiques ou les noms sont proches les uns des autres. Le lecteur va confondre vos personnages et cela va nuire à la clarté de votre début, à la clarté de vos scènes, voire à la clarté même de votre intrigue.
Attention donc au début trop encyclopédique. Oui, en tant qu'auteur, vous avez créé, vous avez inventé, vous savez 1000 choses sur votre univers, vous avez 1000 détails pour chacun de vos personnages et vous aurez travaillé beaucoup pour atteindre un niveau de détail suffisant pour vous lancer dans la fabrication de votre récit maintenant. Mais attention à ne pas trop vouloir dévoiler, l'information doit être dévoilée au bon moment. Le lecteur doit plonger. Certes, il doit plonger rapidement, mais il ne doit pas s'étouffer, vous devez l'impliquer petit à petit en le prenant par la main. Vous ne devez pas vous contenter de donner des informations comme ça de manière un peu gratuite, vous devez faire en sorte que vos informations soient glissées petit à petit, fondues dans votre récit avant que votre lecteur les lise et les enregistre inconsciemment. Alors pourquoi, finalement, rester subtil dans le dosage de l'information? Pourquoi ? Il faut savoir que lire est un effort pour le cerveau. C'est un effort de compréhension, un effort de mémoire et un effort de représentation. C'est en cela que la lecture est bien plus riche pour le cerveau humain qu'une activité passive devant une image, devant une télévision par exemple, puisque la télévision nourrit vos sens et fait le gros du travail pour vous en vous fournissant des images, des sons, des représentations. Donc c'est un travail que le cerveau humain ne doit plus faire, car le travail est fait pour lui. Lire, en revanche, est un effort énorme. Le cerveau doit carburer pour que ce que vous lisez fasse du sens pour vous. Le cerveau va chercher une certaine linéarité, une cohérence. Il va aussi créer des images, et bien souvent d'ailleurs ces images seront très différentes que les images que l'auteur aura voulu envoyer par une description. Par exemple, c'est la fameuse liberté du lecteur qui, de son côté, va faire un gros travail de représentation et va s'affranchir toujours des descriptions de l'auteur, même si ces dernières pourront conditionner certaines représentations, et c'est bien là leur objectif. Donc, le cerveau humain fait un effort. Cet effort doit être moindre, sinon il sera épuisant et trop difficile. Et cet effort, ces efforts, représentation, mémoire, compréhension, ces efforts seront moindres si le cerveau humain a l'impression de ne pas être en face de trop d'informations, en tout cas de plus d'informations qu'il ne peut en digérer. À noter que le cerveau humain va réaliser des milliers de déductions, et ces déductions sont aussi des informations qui peuvent être contradictoires avec les descriptions fournies. Ça va alors générer ce qu'on appelle une dissonance cognitive, la dissonance étant un écart entre ce que le cerveau croit, pense, imagine, et le réel qu'il ressent par les biais de nos 5 sens. Ici par la vue, par la lecture d'un mot, d'une phrase. Donc attention à ne pas noyer le lecteur, ça va lui demander d'importants efforts, il va devoir naviguer entre des informations que son cerveau génère tout seul, et d'autres qui lui sont fournies par l'auteur. Évitez donc de balancer trop de prénoms, de dates, de faits historiques alignés. Laissez de l'espace au pouvoir d'imagination et de déduction du cerveau humain. Faites des sous-entendus, faites deviner, distiller l'information petit à petit et laissez votre lecteur faire une partie du travail. Alors, au final, que doit comporter un bon début de roman ? Généralement, un début doit répondre aux fameuses questions qui, quoi, où, quand, pourquoi. Et on peut supposer qu'un début de roman, encore dans ce cas faudrait-il préciser ce qu'on entend par début de roman, mais on peut supposer qu'un début de roman devrait essayer de répondre à au moins quelques-unes de ces questions. En effet, si votre histoire commence sans personnage, sans lieu, sans intrigue, sans raison, il va apparaître difficile pour le lecteur de s'y attarder, même si c'est possible. Donc, que doit comporter le début d'un roman ? Je n'ai pas de réponse. Je vous laisse me dire si vous avez éventuellement des idées, si vous pensez qu'il existe des questions précises auxquelles le début d'un roman doit répondre absolument. Et on va se poser la question maintenant de savoir à quoi sert le début d'un roman. Alors à quoi sert le début d'un roman ? Donner envie, évidemment, présenter le contexte, bien sûr, introduire un univers dans lequel le lecteur sera plongé plusieurs heures. Le début doit autant lancer le lecteur qu'il doit lancer l'auteur. Pas de panique si le début est mauvais. La phase de réécriture sera de toute façon là pour corriger le tir.
pensez avant tout, en tant qu'auteur, pensez à vous faire plaisir, à vous éclater dans la rédaction du début qui doit vous motiver à aller de l'avant, qui doit servir de moteur, de locomotive à votre envie d'écrire, qui doit agir comme une locomotive. Écrivez un début qui vous plaît, qui vous permette d'écrire la suite, un début dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise et qui vous motive, qui vous anime d'abord en tant qu'auteur. Le début doit vous mettre dans de bonnes prédispositions pour la suite. Et puis au final, tant pis si votre début est mauvais. De toute manière, vous pourrez le réécrire à la fin. Lorsque votre fin sera connue, lorsque vous aurez terminé la rédaction de votre récit, alors peut-être sera-t-il temps de revenir sur votre début. Vous pourrez le réécrire, ôter, rajouter des informations, des scènes. Moi, je pense que le début s'écrit au début, mais qu'il se réécrit toujours à la fin du processus de rédaction. Ça me fait penser à Marguerite Duras qui a dit un jour, et je pense que ça avait à voir avec la sensation de vertige que l'on peut ressentir au début d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, d'un roman qui n'est pas encore écrit. Elle a dit un jour, être seul avec le livre non encore écrit, c'est être encore dans le premier sommeil de l'humanité. Autre sujet maintenant, dernier sujet de cet épisode 4, la première phrase, l'incipit. Qu'est-ce que l'incipit ? Qu'est-ce que la première phrase de votre roman ? La première phrase, c'est la scène d'exposition du roman, c'est la porte d'entrée, ça lui donne immédiatement, en quelques secondes, une identité. Personnellement, j'y accorde une importance absolument capitale. J'adore lire et relire et redécouvrir les premières phrases de grands romans classiques. J'aime prendre le temps d'écrire ma première phrase parce que c'est elle qui va me lancer. C'est un peu comme quand on lance un avion en papier. C'est ça qui va conditionner la longueur du vol. Ça va conditionner tout le reste. Alors bien sûr, l'incipit, à mon sens, doit d'abord lancer l'auteur avant de lancer le lecteur, et je pense qu'il faut écrire un incipit qui nous plaît d'abord en tant qu'auteur, et on viendra éventuellement le réécrire à la fin, dans la phase de réécriture. La question est exactement la même quant à l'existence et à la nécessité d'un prologue. Le prologue peut vite devenir un piège s'il est mal maîtrisé. Là aussi, bien souvent, l'éditeur, sinon les bêta-lecteurs, auront leur mot à dire. Je pense que le prologue doit vraiment être bien fait, sinon il va manquer son but, manquer son objectif. Et si vous vous auto-éditez, alors demandez vraiment un avis franc et sincère à vos bêta-lecteurs. Le prologue peut se dérouler après la narration du récit, ou alors bien avant. En tout cas, il doit venir mettre en perspective. Sinon, il doit venir glisser un mystère, un doute, ou alors il doit donner du sens à la suite. Dans tous les cas, réfléchissez bien à l'articulation entre votre prologue et votre récit, et demandez-vous toujours si finalement votre prologue ne pourrait pas tout simplement être votre chapitre 1. Pour revenir à l'incipit, j'avais un jour trouvé une belle formule pour désigner à la fois la première phrase et la dernière phrase d'un roman. La première phrase d'un roman doit vivre, la dernière doit tuer. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode sera quant à lui consacré aux techniques de world building. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao!